Donc, je remercie l'UIA, le barreau du Luxembourg et Maître Alain Grosjean qui m'ont invité à discuter de l'arrêt Schrems avec vous ce soir. Je suis ravie aussi de représenter l'Université du Luxembourg aux côtés de professeur Hoffman. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère ne pas être un peu trop dans la provoque. Enfin bon, on verra bien après ce que vous en pensez pendant le cocktail. Donc, alors, il s'agit aujourd'hui de faire la genèse et de s'intéresser aux conséquences de l'arrêt Schrems du 6 octobre 2015. C'est un exercice passionnant, qui me passionne, en particulier pour mes recherches et pour ma thèse. Alors, cet exercice nous amène tout d'abord à nous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'un citoyen de l'Union européenne se retrouve devant la Cour de justice de l'Union européenne pour faire interdire le transfert de ses données à caractère personnel vers les États-Unis par une entité privée et commerciale telle que Facebook Irlande? Il l'a fait, pourquoi? Parce que, et à juste titre, il avait la crainte que celle-ci ne bénéficie pas d'une protection suffisante, d'une protection adéquate. Ces circonstances qui l'ont poussé à se préoccuper de ces données sont nombreuses, et je vais y revenir en détail dessus, mais avant tout, je souhaite fixer le cadre de ma réflexion en vous emmenant dans un monde un petit peu parallèle, le monde de Philip K. Dick à travers son roman de science-fiction Minority Report. Alors, je pense que vous avez tous au moins vu le film, mais quand vous lisez l'ouvrage, au début de l'ouvrage est présentée l'agence Pre-Crime. Alors, l'agence Pre-Crime a pour but d'anticiper les crimes. Et au sein de cette agence, il y a ce qu'on appelle des precogs, qui sont des individus un petit peu diminués, mais qui ont la lourde tâche de lire l'avenir, d'en saisir les scènes de crime, d'identifier leur lieu, le criminel, le moment dans lequel et où lequel le crime va se passer, et de donner toutes ces informations à l'agence. Et l'agence, une fois qu'elle a ces informations, elle envoie des agents qui vont capturer en fait le criminel et l'enfermer pour empêcher que celui-ci passe à l'acte. Et elle est très efficace, cette agence, puisqu'elle réduit le crime de 99,8%. Donc, une fois que nous lisons ce roman, la lecture de ce roman, on a l'impression, on se dit, j'ai déjà vécu, j'ai déjà du vécu, je connais ça, je connais. Eh bien oui, il y a déjà du déjà vu, puisque c'est comme si Philip K. Dick voulait que le lecteur, quelle que soit l'époque à laquelle on lit le roman d'ailleurs, parce qu'il a été écrit dans les années 50, on avait l'impression qu'il voulait que le lecteur s'interroge sur les techniques de surveillance de son temps, sur leurs conséquences, mais aussi sur l'impact des politiques pénales qui étaient développées. Quels sont leurs buts également? Comment elles sont développées? Et d'une certaine manière, l'arrêt Schrems que nous abordons aujourd'hui fait écho à Minority Report, puisque la toile de fond de l'arrêt, ce sont des pratiques de surveillance de masse pour servir une cause qui est la lutte contre le terrorisme et sa prévention, son anticipation. Alors, la lecture de ces textes combinés permet aussi, finalement, de retracer, finalement, l'évolution des techniques de surveillance et l'évolution des politiques pénales pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on a hérité aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé là. Alors, je vous propose d'abord de faire l'évolution de la surveillance, puis ensuite de faire l'évolution des politiques pénales. Alors, Michel Foucault, dans son ouvrage « Surveiller et punir, naissance de la prison », identifie deux types de surveillance. La première
la première forme de surveillance, c'est celle qui est mise en œuvre pour endiguer la propagation de la peste au XVIIe siècle en Europe. Et la seconde, celle que vous connaissez tous, le panopticon. Alors, tout d'abord, les dispositifs permettant d'endiguer la peste. Alors, Michel Foucault identifie différentes caractéristiques qui sont toujours les caractéristiques que l'on retrouve dans la surveillance aujourd'hui. Bien évidemment, ils ont évolué, mais on les retrouve toujours. Le premier caractéristique est un strict découpage de la ville afin que la surveillance y soit plus ciblée, plus détaillée, plus précise. Le deuxième caractéristique, ce sont les surveillants, en gros nombre toujours. Donc il y avait à l'époque des milices, des soldats de garde, des gardiens de quartier, des médecins qui surveillaient la propagation de la peste, et tout ça était chapeauté par un magistrat. Alors, Michel Foucault précise également que cette surveillance, les données générées par cette surveillance sont enregistrées dans des rapports écrits qui sont ensuite transférés, échangés entre les individus, les acteurs de cette surveillance. L'ensemble de ces pratiques sert à une chose, rétablir l'ordre dans une situation chaotique, mais aussi classer les individus, c'est un peu l'ancêtre du profilage, faire des profils, classer les individus, les sains, les porteurs de la maladie, les morts et les vivants. Ensuite, le panopticon. Alors, le panopticon, vous le connaissez tous, c'est cette prison avec en son centre la tour qui surveille ce qui se passe au sein des cellules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les surveillants ne peuvent être vus. Par contre, les détenus sont vus, leurs activités sont très identifiables. Alors, le panopticon est un instrument qui permet l'exercice d'un pouvoir sur les individus tout en exerçant une surveillance sur ces derniers. La figure architecturale fascine, puisqu'elle permet de générer un savoir, en même temps contrôlé. Mais Michel Foucault ne s'intéresse pas tant à la figure architecturale, il ne s'intéresse pas trop à ceci. Lui, il cherche l'originalité de ce modèle. Il considère que c'est un modèle général de fonctionnement, une manière de définir le rapport de pouvoir entre le pouvoir, justement, et la vie quotidienne des hommes. Et une caractéristique authentique de ce schéma panoptique, c'est que son modèle architectural, lorsqu'il se déconstruit, peut s'imposer à toute la société et peut être utilisé par celle-ci dès lors que quelqu'un a un intérêt, celui d'assujettir les individus. D'accord ? Donc dès qu'on veut assujettir les individus, on applique une méthode panopticon, et puis on peut traiter les individus, donc les soigner, on peut les surveiller, les instruire, et bien évidemment les contrôler. Alors maintenant, il y a une surveillance contemporaine que nous vivons pleinement aujourd'hui. Elle est mise en œuvre pour une cause, une des causes en tout cas que l'arrêt Schrems nous montre, c'est qu'il y a un besoin sécuritaire. Alors les dangers ont existé en tout temps et en tout lieu, mais la progression du terrorisme qui est marquée par les attentats de ce début du XXIe siècle a un petit peu changé la tendance et fait accroître ce sentiment d'insécurité auprès de nous tous, en tant que citoyens, en tant qu'individus. Alors, comment endiguer cette insécurité ? Eh bien, on fait de la surveillance, toujours plus de surveillance, et on calque cette surveillance sur le modèle du panopticon. Et oui, les nouvelles technologies aujourd'hui, on le sait, permettent certes d'observer, mais aussi d'écouter, de géolocaliser, de faire du profilage, etc., etc. Et ce savoir, ces données personnelles qui sont collectées, elles sont ensuite transférées à une myriade d'acteurs, vous le savez, aux forces de police, aux forces de renseignement, aux enseignes commerciales, aux compagnies aériennes, aux opérateurs téléphoniques, aux entités telles que Facebook, Google, etc., ils tissent une surveillance en réseau. C'est un peu le panopticon 2.0, finalement. Et donc c'est une figure architecturale qui se diffuse dans la société. C'est le panopticon 2.0, c'est
C'est ces différentes entités qui sont liées les unes aux autres et qui surveillent les individus. En fait, c'est un peu ce modèle-là. Alors, maintenant que je vous ai un peu retracé, je vous ai fait la genèse des techniques de surveillance et que j'ai essayé d'évaluer un peu l'héritage que nous avons aujourd'hui par rapport à leur évolution, je vais faire le même exercice avec les politiques pénales. Donc ici encore, Michel Foucault nous éclaire et intervient. Il s'interroge sur l'objet même de la peine. Et ça lui permet finalement d'observer un changement de paradigme en droit pénal, un changement de modèle de droit pénal au fur et à mesure des époques. Il affirme qu'il faut se détacher des doctrines rétributives, positivistes et utilitaristes en la matière. Il n'y a plus de supplice, le supplice n'est plus. Il n'y a plus de punition, le temps des punitions est révolu. Il laisse place à un droit pénal qui va plutôt corriger tout d'abord les transgresseurs de la loi, va les corriger pour les réadapter dans la société. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a trop de récidives, on n'arrive pas à faire en sorte que le transgresseur de la loi s'insère dans la société, et en plus, il y a une érosion de l'État-providence, qui fait que le sentiment d'insécurité augmente toujours. Donc le droit pénal, qu'est-ce qu'il fait? Il répond finalement à ces problématiques en devenant un droit pénal de l'anticipation du risque, un droit pénal de la surveillance et du contrôle social. Et la perspective foucauldienne ici nous permet finalement de voir que l'arrêt Schrems, quelque part, révèle qu'il y a une surveillance, appuie le fait qu'il y a une surveillance en réseau qui est légitimée, justifiée par l'anticipation du terrorisme. L'Union européenne et les États membres se retrouvent donc à devoir contrôler la société, et donc ça nous rappelle un peu les objectifs de l'agence Free Crime que je vous ai précédemment citée. Alors les individus dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font les individus? Qu'est-ce que nous faisons finalement? Eh bien, nous avons peur. Nous avons peur. Les individus ont peur pour leur bien, tout d'abord, pour leur santé, puis aussi pour leur vie. Alors ils équipent leur maison de systèmes d'alarme et de surveillance. Ils ont recours à la médecine préventive. Ils adoptent, ils sont pour des techniques de surveillance et de sécurité pour lutter contre le terrorisme, quitte à avoir leur liberté diminuée. Ils n'hésitent pas aussi à être acteurs de leur propre surveillance, sur les réseaux sociaux, en partageant leurs données personnelles, sur les blogs aussi, ou d'autres plateformes. Le seul problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, généralement, du contrôle social auquel ils sont soumis. Oups, voilà. Donc, ils ne se rendent pas compte du contrôle social auquel ils sont soumis, et c'est particulièrement le cas pour la génération X et Y, qui s'intéressent très peu finalement au devenir de leurs données personnelles, de leur protection, ni même de la protection à la vie privée. Et finalement, Maximilian Schrems se détache complètement de la génération à laquelle il appartient, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au devenir de ces données personnelles et il va jusqu'à saisir une autorité de contrôle pour interdire le transfert de ces données vers un pays tiers. Et donc, au lieu d'affirmer « I have nothing to hide », eh bien, il se pose plutôt cette question-là « What are you looking at ?» Et c'est là-dessus que je vous laisse réfléchir et je donne la parole à professeur Hoffman. Merci.